Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à nous suivre sur les antennes des médias leaders Tru TV et Watt FM. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur les juges au siège. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour, Président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Dans le cadre du jugement du dossier Thomas Sankara, le parquet a demandé hier d'acquitter 5 accusés et a requis des peines allant de 3 à 30 ans contre 9 autres. Débuté il y a 4 mois, ce procès qualifié d'historique s'achemine vers son épilogue. Retour sur cette actualité dans un instant avec le regard des juges. Nous allons également parler de l'actualité au Mali. Présence supposée de Wagner dans ce pays. Le président russe s'est prononcé sur cette question pour la première fois. C'était lors d'une conférence avec son homologue français Emmanuel Macron. Vladimir Poutine confirme la présence des mercenaires russes sur le sol malien, mais dément tout lien avec l'État malien. Décryptage de ces sujets après les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On va commencer avec le juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? J'ai 2 avant-propos. Le premier avant-propos, c'est le communiqué numéro 12, je pense, du MPSR, hier, qui invitait les anciens, pour ne pas dire les derniers ministres du gouvernement Kaboré, à renvoyer les véhicules ministériels, à quitter les villas ministérielles et puis envoyer tout autre matériel qui était mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions. Si l'initiative est bien, je pense d'ailleurs que c'est venu tard, parce que pour la plupart des anciens ministres avaient déjà déposé leur matériel de travail. Au niveau des villas ministérielles, il n'y avait pratiquement personne qui dormait là. Ils ne sont pas nombreux à y loger. Ils n'étaient pas nombreux à y loger. Et pour la plupart, ce sont de nouveaux ministres qui venaient d'arriver et qui n'avaient même pas d'ailleurs pris leur quartier total. Donc certains avaient transformé ces villas en bureau de travail, notamment le ministre des Affaires étrangères, parce que compte tenu des sollicitations, parfois c'est des visites officieuses, c'est pas aussi évident. Donc certains aussi, c'est en général les mercredis, jour du Conseil des ministres. Bon, ils préfèrent se rapprocher pour certains dossiers et tout, et puis ça passe, ça reste là. Pour l'ensemble, beaucoup vivaient déjà chez eux. Et pour ce qui concerne le matériel, on les avait déjà déposés. Les bureaux étaient mis sous scellé hier. Vous êtes au pouvoir, ça fait pratiquement plus de 2 semaines. C'est-à-dire que c'est dès les premiers moments qu'une telle mesure, effectivement, devait pouvoir venir. Vous les avez rencontrés, vous n'avez rien dit, sauf leur dire de ne pas quitter Ouagadougou sur autorisation. Mais bon, tout le cabinet est resté, sauf le ministre qui travaille, qui ne va plus là-bas. Le secrétaire général qui expédie les affaires courantes, il a été emmené par qui? Le ministre. Certains ministres même d'ailleurs, quand ils sont partis, c'est le SG qui a été propulsé ministre. Donc c'est-à-dire que la proximité est telle, est très bien établie. Le directeur de cabinet, normalement, doit se mettre au service du SG parce qu'il est directeur de cabinet ministériel. Voilà. Et puis il y a les autres hommes de main chargés de missions, conseils techniques et tout. De tous ces collaborateurs, secrétaires particuliers ou particulières, il y a toutes ces personnes-là qui étaient toujours là durant toutes ces semaines. S'il y avait des choses à cacher, ils ont eu le temps de le faire. Donc je pense que c'est une mesure qui est bien, mais le mieux c'est de se concentrer sur l'essentiel parce que ça sonne à un moment donné, on ne comprend pas. Et pour les collectivités territoriales, pour sceller les mairies, c'est le secrétaire général du gouvernement, du ministre de l'administration territoriale qui est en train d'expédier les affaires courantes, qui a pris cette mesure-là. Si le directeur général du parc automobile de l'État et du patrimoine de l'État, le directeur général du parc automobile et du patrimoine de l'État, qui avait pris d'ailleurs une telle mesure, à ce niveau-là, je pense que oui. Mais quelque temps après, s'il faut repartir encore qu'un communiqué officiel du MPSR pour ça, alors que le temps a fait ses effets, ça donne un coup de pied dans l'eau. Voilà. Donc, ça a surpris beaucoup. Pour beaucoup qui ont suivi les choses de près, se disent, mais bon,
Il n'y a plus rien d'ailleurs à garer en termes de véhicules ou de choses à faire. Mais bref, c'est bon aussi pour le moral, c'est bon aussi pour certains de savoir qu'à un moment donné, il y a du matériel qui est resté que vous devez aussi ramener. C'est sûr qu'il y en a certainement, certains peut-être qui en ont parlé vers eux. Le second avant-propos, c'est toujours dans les couloirs du palais présidentiel, parce qu'hier, il a reçu les étalons. Et voici, je cite, il dit « Vous nous avez donné beaucoup de joie, vous nous avez donné aussi beaucoup de déception. » Beaucoup de joie et beaucoup de déception. Vous nous avez donné beaucoup de joie. Vous nous avez donné aussi beaucoup de déception. Et puis il ajoute, et le résultat du dernier match est amer. Mais c'est à nous de savoir l'avaler pour pouvoir avancer. Ça caricature et ça résume l'essentiel de ce que les Burkinabés ont dit. Les Burkinabés n'ont pas demandé à des joueurs de leur faire plaisir, de leur plaire. Les Burkinabés voulaient sûrement du résultat. Mais je pense que dans cette équipe, il y en a qui ne savent pas que les Burkinabés ont dormi sans manger. Et il y en a qui se sont réveillés à 4h du matin et qui n'ont plus dormi. D'autres n'ont même pas dormi, même jusqu'à 4h du matin, jusqu'au petit matin. Rien qu'hier, nous avons rencontré d'autres qui rendaient ce témoignage-là. Donc, comme ils ont eu leur poule augmentée, donc ici, ce n'est pas qu'on a perdu. Le Comore a perdu. Geoffroy l'a dit ici en avant-propos, mais ça avait un goût de victoire face au Cameroun. Là, je pense que l'essentiel, c'est que nous tous, supporters comme joueurs, tirent le son effectivement pour pouvoir avancer. Ça, c'est nous tous. Et aux supporters aussi de savoir garder raison en fonction de la composition de l'objectif de l'équipe. Vous-même, vous fixez vos objectifs. C'est que si les supporters reviennent sur terre, en attendant moins, je pense que certains auront moins de problèmes. Ça aussi, c'est très important. Donc, tirons le son, effectivement, et avançons. Merci, juge Bougma. Juge Va, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Moi, j'aurais comme avant-propos de répondre à des questions qui ont été posées au mot à dire hier. Mot à dire présenté d'ailleurs par David Nana. Et il y avait deux questions. L'une concernant, je pense, la CEDEAO et qu'est-ce qu'il faut pour se retirer. Et puis l'autre, je pense que ça concernait le Mali. Et comme nous avons été indexés directement, Bernard Bougma et moi, pour y répondre, je m'avais donné des éléments de réponse. Pour la CEDEAO, ce qu'il faut savoir, de mémoire, c'est que le pays qui a quitté la CEDEAO, de mémoire, ce que je sais, c'est la Mauritanie. Je pense que c'était en 2000 et ils sont revenus en 2019. Mais quand la Mauritanie quitte la CEDEAO, je pense que ça fait déjà cas école pour comprendre comment est-ce qu'on en sort. Il y a eu un préavis qui a été donné et ça a pris pas moins d'1 an pour que la Mauritanie puisse sortir de cette CEDEAO, parce qu'elle voulait aller à un autre regroupement, je pense avec des pays arabes qu'ils trouvaient plus intéressants pour eux et tout. Et donc ils ont dû justifier leur retrait et ils ont dû aussi le communiquer aux autres. Maintenant, pendant toute cette année, vous avez l'obligation, quoi qu'on dise aussi, de continuer de respecter vos engagements vis-à-vis des autres pays membres de la CEDEAO, parce que vous avez signé des engagements notamment avec ces pays. Donc on ne se retire pas un matin, tout comme aussi on ne rentre pas un matin, on ne revient pas un matin. Même quand on prend encore le cas de la Mauritanie, quand vous regardez la démarche pour revenir de la CEDEAO, ça a commencé en 2017. Et il fallait attendre 2019 pour que cela soit total. 2 ans après. Voilà, donc vous comprenez que même ça encore, ça prend du temps. Parce que vous avez des engagements avec les pays sur la base de préférence en matière de taxes, de douane et tout, parce que vous êtes dans un espace commun, et puis en matière de fluidité, de déplacement des biens, des personnes et des services. Donc vous ne quittez pas comme ça. Il y a des obligations que vous avez, donc ça prend, il y a un protocole, on va dire comme ça. Et le cas de la Mauritanie nous enseigne au moins que ça s'est fait au moins pendant 1 an, quand bien même ils ne sont pas partis à un moment donné où il y avait un clivage profond. Non, c'était une question d'intérêt qui avait été exprimée et puis bon, ils sont partis. Donc je pense que ça donne des éléments de réponse pour la question qui nous avait été posée. Et puis deuxième question, c'est est-ce que les frontières sont ouvertes avec le Mali? Moi, je ne vais pas me permettre de commenter, mais je préfère m'en tenir à ce qui est dit et ce qui est clair en termes de texte. On a un communiqué du MPSR qui date un communiqué signé le 2 février qui dit: le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso, chef de l'État, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale de la levée totale de la mesure de fermeture des frontières terrestres du Burkina Faso pour compter de ce jour 2 février 2022. Je pense que c'est
c'est assez clair. Suffisamment clair. Voilà. Merci, messieurs les juges, pour ces avant-propos. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité. Un rendez-vous du lundi au vendredi pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Nous commençons d'ailleurs par une actualité qui fait des gorges chaudes. Le procès Thomas Sankara a été suspendu jusqu'au 1er mars pour laisser le temps justement à la défense de se préparer. Mais avant, le parquet militaire a demandé hier 30 ans de prison ferme pour l'ancien président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando. Pour les mêmes charges, il a été requis 20 ans de prison ferme pour le général Gilbert Diendéré et 11 ans avec sursis pour Jean-Pierre Palme. Alors, juge Bourma, la réquisition n'est pas la condamnation, c'est le juge qui peut condamner, mais déjà, ça donne les grandes tendances. Oui, c'est la réquisition, effectivement, qui est différente de la condamnation, parce que hier, il y en a qui pensaient que c'était de la condamnation qui est prononcée. Non, c'est un langage du milieu de la justice, du milieu de la justice. Il y a aussi des étapes dans un procès. Donc après toute cette phase, il y a maintenant cette réquisition qui est prononcée. Et après, c'est un juge aussi qui prononce la condamnation. Donc cette réquisition, ce n'est pas le juge qui l'a faite. On demande au juge de faire comme ça. Il peut suivre, tout comme il peut ne pas suivre, en fonction de ce qu'il y a comme réalité. Donc ça, c'est la première observation. Deuxièmement, ce que vous avez dit, effectivement, c'est vrai, c'est symptomatique de la situation, des appréciations. Je pense que bon, pour Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, ils ne sont pas là. Même dans le cas du procès du coup d'État, on a vu que ceux qui ne sont pas là, en fonction des charges, c'est la peine maximale. Fatou Diendéré a pris 30 ans dans le cadre du coup d'État, si ma mémoire est bonne. Dans ce cas également, c'est en ce qui concerne les deux, puisque c'est en fonction des charges. Et les peines évoluent effectivement en fonction des charges retenues. Alors que dans ce dossier, il y a plusieurs charges. Donc, il y a le recel des cadavres, il y a l'atteinte à la sûreté de l'élite, il y a poursuivi pour beaucoup de choses. Donc, en réalité, il y a toutes ces questions-là qu'il faut mettre en exergue, effectivement, pour pouvoir apprécier. Maintenant, Gilbert Diendéré étant là et qui a pu se défendre avec, effectivement, ses avocats, de même que Jean-Pierre Palme, les uns et les autres regardent. Donc pour ceux qui ont... Il y a d'autres, d'ailleurs, il a été demandé de, comme on appelle ça, de libérer. Donc ce n'est pas que des gens sont condamnés à des peines d'emprisonnement, fermes ou pas. Il y en a aussi à qui la réquisition a demandé de les libérer, au regard également de la situation. Maintenant, bon, il y a un juge qui doit apprécier. On suivra comment est-ce que ça va se passer. D'accord. Alors, juge Va, on l'a dit, cela fait maintenant 4 mois que le procès marathon a débuté. Avec justement ces réquisitions-là, on tire inexorablement vers le dénouement de cette affaire. Oui, on tire vers le dénouement de cette affaire. Maintenant, c'est vrai que quand vous regardez, pour certaines victimes, bon, on a même entendu la veuve Sankara qui trouvait que pour certains, ce qu'ils risquaient n'était pas si lourd que ça. Et je pense que le regard était beaucoup plus porté sur Jean-Pierre Palme, qui a 11 ans, mais avec sursis. Avec sursis. Voilà, donc pour elle, bon, à partir du moment où le parquet lui reconnaît quand même aussi un rôle dans ce qui s'est passé, c'est pour elle à ne rien comprendre, d'autant plus que je pense que le chauffeur, celui qui a tenté de soudoyer, lui prend 11 ans aussi, mais ferme, je crois. Et donc c'est des choses que ces partis-là ne comprennent pas et trouvent que donc pour avoir autant attendu, il y a un genre d'arrière-goût amer. Mais on n'est pas encore à l'effectivité des décisions. C'est les parquetiers qui ont fait leur travail et donc et qui, au regard aussi des charges, de ce qui pèse sur les uns et les autres, ont donné donc des propositions de sanctions voulues. Donc c'est des choses qu'on attend, mais on comprend la déception des uns et des autres au regard de ce qu'ils ont dû entendre tout au long, notamment des interrogatoires, tout au long tout au long du procès. Donc, moi, pour moi, ça pourrait aussi se comprendre. Maintenant, vous savez, selon la partie où vous êtes, vous direz que, bon, c'est lourd ou c'est pas lourd. C'est selon là où vous êtes. Mais je pense qu'il faut retenir ici, au moins, c'est que, bon, c'est un procès qui attend de se poursuivre et que peut-être bientôt on en aura le clair-goût.
Alors, nous ne sommes qu'aux réquisitions, mais quand on écoute, je vois la rappeler, certains acteurs, notamment les parents de victimes, il y a déjà des déceptions. Est-ce qu'on ne risque pas de se trouver dans le même cas de figure quand la sentence sera prononcée? Et beaucoup se posent cette question, est-ce que la vérité judiciaire sera la réalité des faits? Justement, donc je rappelais les charges là, c'est complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, assassinat et recel de cadavres, en plus de subornation de témoins en ce qui concerne Gilbert Diendéré, qui partage effectivement les mêmes charges avec Blaise Compaoré et plusieurs autres personnes. Donc, maintenant, pour revenir à ce que vous dites par rapport à la satisfaction, dans un procès, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Hein. C'est très difficile, surtout dans le cas du dossier Thomas Sankara, c'est très difficile, parce que la douleur, elle est vive. On en parle en général avec passion. Et puis c'est plusieurs années. Donc là, il faut comprendre que ça va être très difficile que les uns et les autres puissent s'accorder sur des peines qui ont été infligées, surtout quand il y a des vies humaines qui ont été arrachées. Ça, ce constat, il est implacable. Mais maintenant, on regarde en fonction des charges qui sont retenues et en fonction de comment est-ce que le procès a été conduit, de comment est-ce que les uns et les autres ont été défendus, des preuves qui ont été apportées, des témoins qui ont livré leur témoignage. C'est en fonction de cela maintenant qu'on évalue effectivement si réellement le juge a fait l'effort de dire le droit dans sa rigueur ou à un moment donné il ne l'a pas fait. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre justice à sa place, mais l'appréciation générale par rapport à ce qui a été donné comme élément contenu dans le procès, ces éléments-là peuvent permettre d'apprécier différemment. Donc il y en a qui vont vous dire la peine aurait pu être plus lourde que cela, mais compte tenu du fait que il y a eu tel témoin ou telle pièce qui a été apportée ou telle preuve qui a été effectivement apportée. Donc il y a ces questions-là. Mais maintenant, demander à des protagonistes devant la justice d'être satisfaits des peines prononcées, il y en a. Mais c'est très rare parfois. Et c'est même beaucoup rare. Il y a beaucoup plus d'insatisfaction que de satisfaction. Quand on parle effectivement du constat, j'ai dit surtout quand des vies humaines ont été fauchées. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des cas, par exemple, le cas Palme qui retient l'attention des uns et des autres, qui a été effectivement reproché pour les faits de torture, qui a donné des instructions pour torturer les uns et les autres selon les témoignages, qui était à un moment donné mal à l'aise et inconfortable dans sa position en fonction de ce que les uns et les autres sont en train de donner comme élément à charge sur sa personne. Donc, quand le verdict tombe, pour un tel monsieur, ceux qui regardent disent mais non, est-ce que mais bon, la vérité c'est d'abord la réquisition qui demande ça. Donc le juge peut ne pas suivre, hein. Mais ça donne une idée, alors que la réquisition vis-à-vis d'un tel monsieur aurait pu être sévère. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de Burkinabés voulaient entendre, s'attendaient à ce que la réquisition puisse être sévère. Parce que quand Mousbila Sankara dit « Nous avons été torturés en sa présence. J'ai été rasé avec une lame de rasoir de quelqu'un qui était atteint du VIH-Sida. » Stade terminal, tout le monde savait. On nous rasait, on disait que de toute façon vous allez subir le même sort. C'est un témoignage qui est glaçant. Donc, et que des gens qui ont supervisé ça ou ordonné de faire, avec d'autres éléments de la torture, que certains ont livré. Et quand ils entendent une réquisition pareille, ils sursautent de leur siège. Donc humainement, je dis bien, c'est compréhensible. Maintenant, c'est des réquisitions qui sont prononcées, mais on attendra aussi la dernière décision du juge. Mais je dis bien, ces personnes qui se déclarent insatisfaites sont aussi dans leur rôle, dans leur droit de se dire insatisfaites. On ne peut pas aussi leur dénier cela. Maintenant, je dis bien, la justice, ce n'est pas aussi le lieu de l'émotion ou des sentiments. C'est le droit qui doit être dit et puis c'est tout. D'accord. Alors, en attendant justement cette décision du juge-là, il y a certains qui donnent un autre son de cloche. Il y a des interpellations, notamment des comités pour la défense et pour la justice autour du dossier Thomas Sankara qui veulent qu'on arrole justement le volet international de ce dossier-là, qui estiment qu'il faut une instruction sérieuse de ce volet pour permettre la manifestation de la vérité. Est-ce que sans ce pan
de cette affaire Thomas Sankara, on pourra réellement atteindre la vérité, sinon ce que tout le monde attend dans ce dossier? Vous savez, moi je pense que quelquefois aussi à tout vouloir, on commence par ne rien, on finit plutôt par ne rien avoir de façon concrète. Il y a ce qu'on appelle du step by step. L'un n'exclut pas l'autre. C'est vrai que sur la question de Thomas Sankara, quand on voit les témoignages et beaucoup d'autres éléments, même vous l'avez écouté même pendant le procès, certains ne s'en sont pas fait le secret de rappeler des implications possibles, notamment même de présidents de pays voisins et tout ça. Et tout cela est ressorti, même la question française aussi était ressortie. Donc, même dans ce procès, on l'a entendu. Donc, je veux dire qu'il y a une suite qui peut être possible, mais pour l'instant, ceux sur qui nous avons action, est-ce que ça n'était pas intéressant déjà de commencer avec ce bout qu'on tient? Je pense que ça aussi c'était une question qui était importante. Regardez même dans la complexité des choses, c'est que 30 ans pour l'ancien président Blaise Compaoré, mais il n'est pas venu. Donc, c'est des mêmes, si on veut aller dans cette dimension-là, le peu qu'on pouvait, on ne l'a même pas dans toute sa plénitude, parce qu'il y en a encore qui, même la décision tombée, on ne sait pas comment est-ce que ça va s'appliquer. Maintenant, s'il faut attendre que tout soit réuni, que tout cela soit rentré et que on ait tous les éléments, parce qu'on a demandé un certain nombre de documents à la France, ce qui nous a été donné par à-coup et tout, si on veut attendre qu'on ait tout, pour commencer à élaguer cette histoire qui date maintenant d'il y a combien de décennies, écoutez, je pense qu'on risque de ne jamais voir le bout du tunnel. Je crois que pour certaines victimes, quand je prends quelqu'un comme Ousbila Sankara, ça doit être très émouvant, ça doit être difficile, et ça doit être à la fois aussi un genre de... comment dire cela, un genre de soin, même ne serait-ce que pour le mental, que d'avoir en face de vous votre bourreau et du fait de la justice, que vous soyez en sécurité de dire voilà ce qui m'est arrivé, celui-là était là. Ça participe quelquefois aussi de faire son petit deuil et puis une certaine thérapie. Ça, on ne peut pas le refuser à certaines personnes qui depuis des décennies souffrent dans leur chair. Juste parce que, bon, on veut avoir tous les éléments d'abord. Je crois que si vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi le procès, vous allez comprendre que il y avait quand même beaucoup d'émotions et puis il y avait des personnes qui attendaient vraiment ça. Et je crois que ce n'est pas une erreur que d'avoir commencé d'avoir tenu le bout qu'on tient aujourd'hui. Maintenant, il y avait une question qu'on abordait tout à l'heure aussi, sur laquelle je vais revenir. C'est vrai que il y a beaucoup qui se sentent frustrés, même, et beaucoup qui n'ont pas compris les réquisitions. Parce que vraiment, avec le cas Jean-Pierre Palme, lorsque le parquet reconnaît qu'il a rencontré Blaise Compaoré la veille, il a participé à la destruction d'enregistrements qui pourraient en tout cas donner un certain nombre d'éléments, qui a donné des ordres d'arrestation et comme Bernard le rappelait tout à l'heure, en présence de qui certains ont été torturés et tout. Quand vous entendez tout ça et que même après vous voyez aussi la promotion qui a été la sienne au sein de la gendarmerie, ça veut dire un retour sur acte posé, vous vous dites mais comment est-ce qu'on s'en sort avec 11 ans avec sursis? Donc nous ne sommes pas des puristes du droit, on est encore dans la question des réquisitions. Et je ne dis pas qu'il s'en sort avec 11 ans, mais comment ce qui est requis contre lui, c'est 11 ans avec sursis, alors que bon, pour un chauffeur qui peut-être aurait tenté aussi de soudoyer des témoins, avec 11 ans ferme, c'est à ne rien comprendre. En tout cas, nous, on ne comprend pas, parce que quand vous regardez ce qui pèse sur chacun, vous vous dites en tout cas, lui devait en prendre un peu plus lourd, ne serait-ce que pour ce qui est proposé pour l'instant. Maintenant, bon, c'est vrai qu'ils ont 3 semaines, les avocats, pour bien se préparer et revenir. Et quand on écoutait du côté du procès, ce qui était dit du côté du tribunal, c'est que bon, il ne faudrait pas s'enfermer dans des histoires de délai, parce qu'il faut bien faire les choses. On espère que les choses seront bien faites et puis que nous aussi on puisse comprendre. Parce que vous savez, souvent aussi quand vous n'êtes pas puriste de quelque chose, vous risquez de vous tromper. On a vu dans l'affaire, par exemple, je ne veux pas trahir la marque, c'est Coca-Cola, donc, qui était fabriqué, c'était au bouffe, non? Bon, c'est des milliards qui étaient en jeu. Maintenant, après, quand on a entendu quels sont
quels sont les verdicts qui sont tombés, vous vous rendez compte que bon, c'est tout bénéf, par exemple, de s'adonner à ça, puisque après, quand la justice vous attrape, vous payez que des broutilles. Donc, mais ça s'explique parce que nous avons nos règles, nos textes qui aussi en la matière n'étaient pas à jour et qui ne permettaient pas de prendre des sanctions plus lourdes que ça. Donc, je veux dire, quand vous n'êtes pas vous n'êtes pas expert du domaine, quelquefois il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais ce qui peut être légitime au moins, c'est évidemment l'incompréhension, c'est les frustrations des gens. On a même entendu ceux du comité mémorial Thomas Sankara, notamment d'Amiba, qui lui y a vu déjà un genre d'arrangement politique, subjectif, parce qu'il ne comprend pas. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Quand vous voyez des témoignages qui ramènent pour nous à une implication si lourde, on se demande mais pourquoi cela. On comprend donc beaucoup de déception. D'accord. Alors juste pour moi, au départ, beaucoup n'avaient d'ailleurs même pas compris le fait qu'on dissocie cet aspect du dossier, notamment le volet international. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des interpellations pour demander à la justice d'ouvrir l'instruction de ce dossier en tenant compte de ce qui a été donné comme archives déclassifiées par la France. Est-ce que justement on peut avoir toute la vérité sans ce pan du dossier? Oui, ça va être très difficile de l'avoir. Mais maintenant, même les dossiers déclassifiés de la France, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que ce qu'on cherche à établir, ce n'est pas que les pièces d'espionnage. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a des instructions qui avaient été formellement demandées et données et de passer à l'acte? Voilà. Parce que si c'est juste les rapports de personnes suivies, comme pour dire hier soir, le président a reçu X ou Y, on n'a pas la substance de ce qui s'était dit. Si c'est pour faire ce genre de rencontres-là, bon, toutes les chancelleries le font, hein, recoupent des infos et puis envoient pour faire le point de la situation. Mais maintenant, c'est est-ce que dans les archives, formellement, on a retrouvé que le politique français était suffisamment impliqué dans la préparation et l'exécution de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses camarades. C'est beaucoup plus là l'enjeu. Sinon, si c'est pour dire qu'il a reçu, il y a eu le conseil des ministres, c'est pour faire cas de ses déplacements, je dis bien les notes diplomatiques, juste pour situer ce qui se passe, ça ne nous aide pas à avancer. Je dis presque tous les États le font, en fonction des enjeux. Donc, de mon point de vue, là n'est vraiment pas le vrai enjeu. Le vrai enjeu qui parle d'implication de la France, l'implication supposée de la France, c'est si réellement il est formellement établi que le président français à l'époque, ou tout autre président, ou toute autre autorité politique ou militaire à l'époque, ou bien ceux de l'ambassade de France en position à Ouagadougou, ont activement pris part à la préparation et, je dis bien, à l'assassinat de Thomas Sankara. Là, effectivement, c'est difficile de faire ça. Maintenant, si c'est des notes classiques, bon, je dis bien, ça ne nous aide pas à avancer. D'accord. Alors, c'est vrai que le procès, on l'a dit, ce qui est attendu, il y a aussi l'aspect pédagogique et surtout permettre aux victimes de pouvoir tourner la page, comme vous l'avez dit, hein, pour que ce procès leur serve comme un genre de thérapie. Mais quand on regarde dans ce procès-là et ce qui est ressorti à travers les interrogatoires, on n'a pas assisté à un grand déballage. Est-ce que finalement, avec les notes d'insatisfaction qui sont déjà données avec la réquisition, est-ce qu'à ce niveau-là, on ne risque pas de rester sur notre faim? Parce que ce qui est attendu, c'est que les Burkinabés puissent se regarder droit dans les yeux, se pardonner et de passer à autre chose. On aurait pu assister à des grands déballages si l'affaire avait commencé à être élaguée très tôt. Mais vous voyez, on est plusieurs décennies après. Et il y a eu combien de travail de boulot d'investigation qui ont été menés sur cette affaire d'assassinat. Donc, à la fin, on a eu presque tout dans les colonnes de la presse, on a eu presque tout dans des témoignages, même quand vous allez sur YouTube, des vidéos de personnes qui considèrent comme étant les survivants et tout. Donc, quand vous avez ces choses-là, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir encore de grosses révélations. Maintenant, ce qui était attendu, et comme on était dans une dynamique de réconciliation et tout, les uns se disaient, bon, peut-être que les autres auraient le courage de dire à un moment donné, ok,
je suis fatigué, c'est vrai, voilà ce que j'ai fait dans cette affaire. C'est ce que c'était dit. Mais au fond, quand on regarde, on n'y a pas eu droit. Chacun tient un mordicus à dire que bon, moi j'étais en train de courir pour aller ici et puis voilà ce qui s'est passé. Des fois vous êtes assis et puis c'est ahurissant. Mais c'est bon, ça se justifie parce qu'il y a d'abord il y a longtemps et ça a intéressé tous les Burkinabés et il y a eu beaucoup de travail il y a beaucoup de travaux qui ont été menés justement sur ce chapitre important de la vie de la nation aussi, donc ce drame là, donc ça allait être difficile d'avoir vraiment du nouveau. Juge Bougma, votre regard par rapport à cela, le procès comme point de départ vers une réconciliation, notamment des acteurs impliqués dans ce dossier Thomas Sankara. Oui, mais ça, pour ce point de départ, je pense que c'est la vérité à l'intérieur, la franchise et la sincérité, c'est beaucoup plus là. Il est connu, l'adage populaire qui dit que un bon arrangement vaut mieux... Non, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc, parce qu'à la fin, c'est quoi on veut, c'est quoi on cherche. Maintenant, on a pris l'option de la justice classique qui a ses implications. Vous savez que après le prononcé du verdict final de ce procès, on risque d'avoir appel. On fait appel, c'est-à-dire que on braque encore et on attend. Pendant ce temps, le processus, lui, il attend. Regardons le procès du coup d'État. Mais les mesures par rapport à ce qui était annoncé, au moment où beaucoup il y en a qui ont déjà purgé les peines, ceux qui ont pris 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'il y en a qui avaient été déjà détenus avant le procès, ils sont déjà libres. C'est ceux qui ont pris plus de 10 ans. Et parmi eux, il y en a qui ont fait appel. Vous avez fait appel, ça suspend les choses, mais vous êtes là, vous ne pouvez pas bouger. Donc ça tient tout le monde et vous attendez. Et ça joue aussi. Mais dans le calcul du politique par rapport au dossier Thomas Sankara, ce qui avait été prévu comme calcul, c'était de commencer le procès en juin 2020. Et ils se disent que jusqu'en décembre, c'est terminé. Le procès est terminé, le verdict est prononcé. Et le forum de la réconciliation se tient en février. En réalité, le politique avait séquencé son planning comme ça. Comme il y a le forum qui va venir en février, c'est sûr que des discussions allaient avoir lieu, des négociations allaient avoir lieu. Et maintenant, le forum qui va réunir l'ensemble des forces vives burkinabées allait effectivement regarder qu'est-ce qu'il faut faire et faire des propositions dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation. Et le comité qui avait été installé, que moi j'appelle le conseil d'administration de la réconciliation burkinabé, qui était chargé de suivre l'exécution des actes, certainement, il y avait un schéma qui allait être proposé dans ce sens-là. Malheureusement, la réalité, pour le politique, le calendrier de la justice n'est pas le calendrier du politique. Donc, juin, ça n'a pas pu être respecté. En juillet, nous avons eu des informations que le procès est programmé. Ça ne l'a pas été jusqu'à ce que le procès commence dans les conditions qu'on connaît, qui a effectivement pris en gros 4 mois. C'est vrai qu'il y a eu des suspensions par moment. Donc, ici, toutes les cartes sont relancées. C'est la justice classique. Vous finissez, vous rendez le verdict final, et puis on fait appel. Puisque même le plaignant peut faire appel pour dire que je ne suis pas satisfait. Il y a des cas où celui qui s'est plaint, la peine est prononcée, il fait appel du jugement. Il estime qu'il n'est pas satisfait. Dans l'affaire des hélicos, la société, comment on appelle ça, Aramco, à la fin, le patron a estimé que pour le préjudice qu'il a subi à hauteur de 900 et quelques millions, on demande à l'autre de dommager à hauteur de 200 et quelques millions. Il estime qu'il n'est pas satisfait. C'est lui-même qui a fait appel pour dire que lui il n'est pas content. Donc il y a des cas où le plaignant même fait appel. Où effectivement celui qui est accusé s'en tire bien, à bon compte. Donc ça peut aller dans l'un ou dans l'autre sens. Alors ici, en ce qui nous concerne, il y a aussi un élan de réconciliation. Mais je dis bien, beaucoup plus la sincérité des acteurs peut contribuer. Quand on insiste sur le cas Palme, parce que c'est l'un des cas emblématiques de ce dossier, où quelqu'un est ouvertement accusé, où des gens donnent des éléments de témoignage et des propos qu'il aurait retenus.
qui l'aurait tenu. Et que même lui-même, ses travailleurs, ses collaborateurs, ses anciens collègues viennent donner des éléments à charge. Et monsieur nie. Il plaide non coupable. Et certains qui regardent, mais se disent, mais il a quel problème? Il ne reconnaît pas. C'est vrai que nous sommes dans le cadre de la justice classique où vous avez le devoir et le droit de pouvoir vous défendre par tous les moyens, quitte à mentir sans être pris. Donc les avocats sont formés et payés pour ça. C'est pourquoi l'autre est appelé client. Donc, mais ils sont dans cette logique. Maintenant, si on observe mais je ne suis pas en train de dire que M. Palm doit dire des choses pour satisfaire les gens s'il ne les a pas fait. Il n'a pas posé ses actes. Il ne doit pas dire des choses pour satisfaire seulement une opinion qu'il a jugée et condamnée qui attend une exécution de leur sentence à eux. Non, qu'on se comprenne bien. Je parle des faits et de quelqu'un qui est directement cité et beaucoup chargé dans le cadre de ce procès. Donc, mais maintenant, si dans la démarche de l'accusé, et comme on appelle ça, l'autre partie sent une sincérité, du regret profond et une disposition d'humilité, ça peut faciliter effectivement cette démarche-là. Mais bon, comme on est dans la justice classique, il y a un qui nargue l'autre parce que la réalité, si vous n'avez pas suffisamment de preuves, alors que c'est vrai, mais vous n'avez pas de preuves pour l'étayer. C'est ça aussi la réalité. Vous devez apporter la preuve de l'accusation. Si vous n'arrivez pas à le réunir, alors que même monsieur ou madame est vraiment impliqué et comme on appelle ça, est coupable, mais vous n'arrivez pas, ça fait mal à l'autre. Et elle se dit, mais dans ces conditions, comment je peux accorder du pardon à X ou à Y? Pourtant, c'est vrai, même si je n'ai pas de preuves pour montrer. Ça ne peut pas marcher. Mais on a choisi cette forme de justice pour régler le problème. Donc, allons-y et assumons aussi ce qu'il y a à l'intérieur comme élément. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Donc la démocratie à l'européenne telle qu'appliquée, la justice telle qu'elle est appliquée dans le cadre de ce qu'on appelle le droit positif, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Sinon, on a une occasion, une opportunité de poser les jalons pour une vraie réconciliation entre les Burkinabés. Encore faut-il qu'on puisse avoir la très bonne méthode. D'accord. Alors on l'a rappelé, le procès a été suspendu pour être repris le 1er mars prochain. Cela va permettre à la défense, en tout cas, de faire ses plaidoiries. Nous allons suivre de très près cette actualité et pourquoi pas convoquer à nouveau au tribunal de l'actualité pour avoir le regard des juges. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation, on l'a dit, longtemps démenti par les autorités maliennes de la transition qui parlent d'une campagne de dénigrement du Mali. La présence de Wagner a été confirmée par le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier nie cependant tout lien avec l'État russe. Alors, juge Va, c'est une sortie médiatique qui met à mal le discours de Bamako qui pendant longtemps a refusé de reconnaître la présence d'un mercenaire russe sur son sol. Oui, bon, moi je sais que c'est comme ça que certains médias ont repris ce qui a été dit par Vladimir Poutine. Mais je crois que ses propos sont assez clairs. Il a dit qu'en premier lieu, en ce qui concerne le Mali, le président Macron m'a plusieurs fois posé cette question. Nous l'avons discuté. Il connaît parfaitement notre position et que la fédération n'a rien à voir avec les entreprises privées qui opèrent au Mali. Il dit autant que nous sachions, il n'y a pas eu de remarques sur les opérations de telles sociétés. Je voudrais souligner encore une fois lors de cette conférence de presse que l'État russe n'a rien à voir avec cela. Il y a des intérêts commerciaux de nos entreprises qui se mettent d'accord avec le gouvernement malien. Nous allons voir ce problème de près. Donc, il dit que la Russie n'a rien à voir avec ces entreprises-là. Ces entreprises de sécurité privée. Voilà. Mais il dit que la Russie a des intérêts commerciaux et donc ces entreprises-là se mettent d'accord avec le gouvernement malien et voyez le double discours. Donc, moi je dis il faut faire attention lorsque on met en avant le fait que on a un Vladimir Poutine qui refuse, qui dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Non, il y a un double discours qu'il faut comprendre. Et ça, quand vous regardez aussi, il faut rappeler que Vladimir Poutine ne peut pas venir officiellement dire
devant la face du monde qu'il s'accommode avec ce qu'on qualifie de milice. Étant entendu que je pense que dans les textes même russes, le code pénal, il y a un article 348 qui interdit notamment le mercenariat. Donc, quand vous avez cette posture-là déjà chez vous, vous ne pouvez pas vous permettre de reconnaître officiellement un prolongement de ce type-là. Alors que, dans le fond et dans l'histoire même de Wagner et de la Russie en tant que telle, en tant qu'entité, c'est difficile de faire la dissociation. Les premières traces de Wagner, ça remonte à 2013 un peu en chose, je crois, c'est en Syrie, aux côtés de Bachar al-Assad. Ils avaient un chef dont le nom de guerre même, je pense, a été emprunté pour Wagner. Il s'appelait Dimitri, je vais trouver son autre nom, parce que vous savez, les Russes, il y a beaucoup de Dimitri là-bas. Il s'appelait Dimitri quelque chose là. Et lui, par exemple, celui qui était chef de ces premiers éléments de Wagner qu'on avait en Syrie, si on a quelqu'un comme Vladimir qui dit on n'est pas du tout attaché, on n'a aucun lien, comment ça se fait que lors de la rencontre qu'il y avait en hommage notamment à ceux qui ont vraiment combattu en Syrie, il y avait ce monsieur Dimitri là qui était là avec Vladimir c'était en 2016, je pense en 2016, lors de cette cérémonie, ils étaient vraiment close comme le disent les Américains. Il y a beaucoup d'autres de traces. Et puis quoi qu'on dise aussi, ce discours là, ça permet le déni plausible, pour ce qu'on appelle le déni plausible pour la Russie. Il y a des entreprises écrans, il y a on conclut les tests quelquefois même avec aussi des sociétés locales pour que ces militaires, ces services de sécurité privés là puissent venir dans certains pays, ce qui rend difficile le lien avec la Russie. Mais parce que la Russie aussi elle est prudente, elle sait comment ça fonctionne. Et pour ne pas se faire taper sur les doigts, pour n'avoir pas respecté un certain nombre d'accords au niveau international et tout. Donc ils sont très prudents. Je pense que c'est un discours qu'il faut comprendre dans une dimension bien claire. Et même celui à qui s'est adressé le président français, à partir du moment où le président russe lui dit maintes fois, il m'a posé la question, ça veut dire qu'à chaque fois que le président russe lui répond à Macron, il est bien convaincu que c'est pas vrai. Sinon on ne pose pas plusieurs fois la même question. Et je crois que quand le président russe dit qu'il m'a posé plusieurs fois la même question, ça nous donne idée de comprendre aussi et de lire quoi qu'on veuille entre les lignes. Mais je pense que c'est pas ça le plus important. Wagner au Mali, Wagner n'est pas au Mali, c'est plutôt des militaires russes qui y sont. Dans tous les cas, le Mali a une coopération avec la Russie, notamment militaire. Maintenant, même quand on vend des avions, comme on a vu les dernières acquisitions au Mali, vous savez ce qui avait bloqué à un moment donné, même d'abord le don de matériel par la France à la Centrafrique, bloqué par la Russie au Conseil de sécurité. C'était parce que les armes, je le rappelais, provenaient de combats au Soudan. Maintenant, lorsque la Russie devrait donner des armes, la France a bloqué parce que la Russie avait obligation, lorsqu'elle donne ces armes-là, d'envoyer des personnes qui vont former les Maliens au maniement de ces armes. Donc ça veut dire que forcément, s'il y a des ventes de matériel russe au Mali, c'est obligatoire, si c'est passé au niveau du Conseil de sécurité, qu'il y ait forcément des Russes au Mali qui aident notamment au maniement et à l'emploi de ces armes. Donc, il y a une présence russe. Et ça, on ne peut pas le dénier. Maintenant, est-ce que c'est Wagner? Est-ce que c'est autre chose? Moi, je m'en tiens à ce qu'on connaît d'officiel. On écoute aussi quelqu'un comme Abdoulaye Diop. Il n'y a pas longtemps sur Radio France Internationale, il a dit clairement, il n'y a pas Wagner au Mali. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il ne faut pas y croire? Les journalistes lui ont rétoqué et pourtant, il y a eu des preuves qui ont été apportées, notamment par des services américains. Il a rétoqué pour dire, écoutez, c'est les mêmes Américains qui ont montré des photos prouvant qu'il y avait en Irak un enrichissement pour l'arme nucléaire et des choses comme ça. Ils sont partis taper. Qu'est-ce qu'on a vu après? Mais les photos, elles sont où? Les preuves qu'ils ont apportées, elles sont où? Donc, on est dans un déni plausible chez chacun. Pour le Malien, et pour terminer, le plus important, c'est quoi? C'est qu'avec l'arrivée des Français avec Serval, 80% du territoire qui est maîtrisé, aujourd'hui à peine 20%, ce qu'ils veulent, c'est reconquérir leur territoire. Quand vous vous noyez, même un serpent, si ça vous permet de garder un peu la tête hors de l'eau et puis avoir quelques bouées d'oxygène, vous allez le faire. On ne peut pas aujourd'hui demander à un pays indépendant comme le Mali
pourquoi est-ce que vous vous alliez avec X ou Y lorsque vous voulez des résultats probants? C'est aux Maliens de juger leurs autorités sur les choix qu'ils sont en train de faire. Est-ce que les Maliens auront plus de sécurité avec les alternatives qui sont en train de se trouver? Je pense que c'est ça la vraie question. Et puis deuxièmement, c'est pour terminer, parce que j'ai dit que je vais terminer, ça fait plusieurs fois que je dis ça. Pour terminer, moi je ne comprends pas un peu aussi la France. Quand vous voulez regarder un peu, ils ont été les premiers à dire on s'en va. Les Maliens ne les ont pas chassés. Et comme disait Choguel Maïga, mais dans le désarroi on fait quoi? C'est un vide qui va se créer. C'est ce qu'ils ont fait en Centrafrique. Brutalement ils ont dit on s'en va. Le président centrafricain s'est arrangé et a trouvé une solution. Les Maliens, les Français ont dit encore on s'en va. Et voilà, le Mali est obligé de trouver des alternatives. Et on vous fait la critique sur les alternatives que vous trouvez parce que qu'est-ce qu'on vous souhaite? C'est quoi? C'est que vous broyez du noir? Je crois que ça aussi, c'est des questions fondamentales qu'on devrait se poser. Donc, au-delà du président russe qui reconnaît ou qui ne reconnaît pas les services de sécurité privés qui y sont, moi je pense que nous, en tant que fait observateur, on doit comprendre aussi le caractère déni plausible qui est de la mentalité de chacun, que ce soit chez le président russe Vladimir Poutine, que ce soit chez Macron, qui comprend clairement, à force de poser à chaque fois les mêmes questions, les réponses qui lui sont données, et que ce soit aussi la diplomatie malienne qui nous donne des éléments, à nous de comprendre que derrière c'est un jeu d'intérêt, et le plus important, c'est comment est-ce que le Mali s'en sort. D'accord. Alors, juge Bourma, on l'a dit, cette déclaration a été faite lors d'une conférence avec son homologue Emmanuel Macron. Pour beaucoup, c'est un discours teinté de diplomatie. Geoffroy l'a rappelé. Est-ce également votre lecture? Oui, tout à fait. On a vu même d'ailleurs comment Macron a été accueilli. Et au niveau de la longue table d'échange entre les deux, c'est vrai qu'il y a maladie à coronavirus, mais quand on regarde la longueur de la table et puis la distance entre les deux chefs de l'État, qui se regardent, c'est vrai, face à face, ça donne à voir par rapport au climat. Pour quelqu'un, une communication non verbale. Ouais, franchement, la communication non verbale. Il peut passer entre eux. Ouais, la communication non verbale a été très forte. Même d'ailleurs à son arrivée, l'accueil, le traditionnel bouquet de fleurs, je ne l'ai pas vu. C'est quelques personnes au pied de l'avion. Quelques personnes. 4 ou 5 officiels et le reste c'est les services de sécurité. Puis bon, c'est un Macron bien engoncé dans son manteau qui rentre dans le salon d'honneur et puis la suite on la connaît. Donc, certainement qu'il vient pour 2 raisons. La question ukrainienne, qui est le plat principal, mais c'est sûr que c'est la question malienne aussi qui est là. Puisque Macron, devant le Parlement de l'Union européenne, devant les parlementaires européens, a été clair. Notre avenir se joue au Mali. Et j'ai dit, est-ce que les Africains ont bien saisi le sens de cette phrase? C'est-à-dire, toute personne qui va se mettre en travers de mon avenir, il va payer, il va assumer. Quelqu'un qui dit que son avenir se joue chez vous, ça veut dire que vous-même vous êtes assis sur une mine d'or, vous ne savez pas. Et toute cette démarche de la France, c'est quoi? C'est pour avoir l'Europe avec la France contre un État, contre le Mali. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la France qui... Elle veut rassembler large. Et nous, Africains, nous isolons davantage le Mali contre un pays et contre un continent. Est-ce que nos chefs d'État ont regardé ces choses de près? La Mauritanie a claqué la porte du franc CFA. Elle ne s'en porte pas mieux. Elle a préféré d'autres regroupements. Est-ce que nous, francophones, nous n'allons pas aussi penser à ces choses-là? Je ne sais pas, mais attendons quand même. Mais le 11 novembre 2021, il y a quelques mois, le ministre Diop des Affaires étrangères donc, du Mali était en Russie. Et avec Sergueï Lavrov, il a dit, je cite, chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Et il dit, nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers ce tamis pour qu'il puisse nous aider à en sortir. Avant de préciser que jusqu'à 80% de l'armement malien, c'est de l'armement russe. Et Geoffroy l'a bien rappelé, les instructeurs dans ce moment-là vont être des Russes. C'est effectivement une coopération d'État à État. Mais Sergueï Lavrov lui-même, le ministre russe des Affaires étrangères, il dit quoi? Il dit, avec ce retrait annoncé, les terroristes se sentent de plus en plus à l'aise au nord du Mali.
Et donc, eux, ils vont s'engager à appuyer, à aider le Mali. Mais maintenant, avec Wagner, il n'y a aucun contrat qui a été signé dans ce sens. Et que ce soit Sergei Lavrov ou que ce soit Diop. Mais Lavrov fait une révélation qui rejoint ce que Macron dit. Il dit Moscou n'intervient pas dans les activités de ces structures créées par des citoyens russes qui concluent eux-mêmes leurs contrats. C'est aussi clair, il l'avait déjà dit. Sergei Lavrov l'a dit, c'est des structures privées qui concluent eux-mêmes leurs contrats. L'État russe n'y est pour rien. Mais l'État russe ne peut pas nier qu'il a vendu des armes aux Maliens, qu'il a envoyé des instructeurs au Mali. Mais comme vous pressez Poutine à tout moment, il va vous dire ce que vous voulez entendre, parce que ce qu'il veut l'entendre, effectivement, dès qu'il a dit ça, c'est revenu un refrain. Mais ce que vous voulez entendre, il vous donne ça. Mais Sergei Lavrov, toujours, en décembre ou janvier, je n'ai pas la date, mais il dit quoi? Que la Russie ne tolérerait pas que les Européens s'en prennent au personnel civil ou militaire russe présent au Mali. Ces gens-là sont des ce sont des extraterrestres en ce moment-là. Donc quand Lavrov dit que la Russie ne va pas tolérer qu'on s'en prenne à des citoyens civils ou militaires russes présents au Mali, mais c'est une menace qui est envoyée de l'autre côté. Faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas à un de nos gens au Mali, fût-il civil ou militaire. Maintenant, il est devenu société privée. Ça, il n'a pas donné. Mais si vous n'avez pas d'hommes et de femmes dans le sérail, pourquoi vous dites ça? Et vous prévenez déjà. C'est en connaissant de cause. Mais je dis bien, Poutine a su bien parler un langage diplomatique qui plaît à l'Europe. C'est ce que l'Europe voudrait entendre. Mais ça ne veut pas dire que l'État russe n'a pas d'instructeurs au Mali. Ça ne veut pas dire que l'État russe n'a pas de coopérants militaires au Mali ou d'instructeurs militaires au Mali. D'accord. Oui, tu peux ajouter quelque chose. Oui, en fait, bon, je regarde aussi, c'est que j'ai dit à un moment donné, faisons attention parce que dès qu'il y a eu ces propos de Vladimir Poutine, il y a des médias français qui constatent, oh voilà la Russie qui dit elle ne se reconnaît pas dans les entreprises que vous avez là-bas, et ça justifie le vocable qu'ils utilisent depuis. Ils parlent de mercenaires, c'est le terme qu'ils emploient très souvent, alors que c'est des sociétés privées de sécurité. Elles vendent ce qu'elles savent faire le mieux, c'est l'art de la guerre ou autre chose, ou bien l'art de sécurisation. Maintenant, il y a des liens qu'on sait forcément avec la Russie que la Russie ne va jamais reconnaître. On est dans une guerre de communication où il y a des Maliens qui disent à chaque fois, c'est le drapeau russe qu'on lève, vous dit ah voilà nos sauveurs, voilà nos sauveurs. Et ils veulent dire que non, ceux que vous dites être vos sauveurs, ils n'ont rien à voir avec les entreprises qu'il y a sur place. Mais ça, je suis désolé, mais ça ne peut pas prospérer parce qu'au fond, on connaît bien ces liens-là. Celui dont je parlais d'ailleurs, c'était Dimitri Oskin, qu'on avait retrouvé en 2016 aux côtés de Vladimir Poutine, qui avait combattu en Syrie et qui était de la cérémonie d'hommage aux héros. Et puis même quand on prend le cas de Evgeny Prigojine, qui est cet oligarque-là qui est derrière Wagner, selon ce que tout le monde sait, qui a fait fortune dans la restauration, mais c'est un gars du système. Donc c'est difficile de dissocier Russie et ces éléments-là. Maintenant, moi je pense que cette relation et ces relations d'intérêt au niveau international, c'est pas ça qui préoccupe le Malien. Que vous lui dites qu'il y ait un lien avec la Russie ou que ce sont des gens qui sont venus juste pour ceci ou cela, c'est pas ça qui préoccupe le Malien. C'est est-ce qu'en contrepartie, on aura plus de sécurité? Parce que même avec les forces qui étaient présentes aussi, on a vu avec les scandales qu'il y a notamment avec celui qui est en train de mettre la pression et qui a un discours qui est peu intéressant à l'endroit du Mali, notamment Le Drian. Il y a des contreparties. Sinon, son fils fait quoi dans les histoires de passeport et de marché? Donc, il y a beaucoup de contreparties comme ça. Même la France devait aussi se poser des petites questions. Donc, chacun vient et se sert, mais il faut se servir et donner au moins la sécurité aux Maliens. Je crois que le Malien a au moins, il a au moins la latitude de le demander et de l'exiger. Présence supposée de Wagner au Mali et la réaction du président russe. En tout cas, nous avons donné la lecture sur cette actualité, aussi la réquisition du parquet militaire dans le dossier Thomas Sankara. Voici les deux sujets qui étaient retenus pour la présente convocation. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. Nous allons mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.